Niveau 1, soldat novice. Tu as 18 ans. On ne s'engage pas volontairement dans les Marines, on s'y retrouve par hasard. Peut-être que l'université n'était pas une option pour toi. Peut-être que tu pouvais voir le paysage de la ville où tu as grandi depuis la fenêtre au bord de ton lit. Peut-être qu'un recruteur, Montagne, t'a serré la main sur la place de Lyon et t'a dit que la plupart des gens vivaient toute leur vie sans jamais découvrir leur véritable raison d'être. Toi, tu voulais la découvrir. 6 semaines plus tard, tu te tiens sur des empreintes de pas jaunes dans une caserne d'accueil du centre d'entraînement des Marines de Paris-Island, en Caroline du Sud. Il est 2h05 du matin. L'air est un peu humide et l'odeur rappelle celle des marais et de l'huile de moteur. Le moteur n'est pas éteint, la porte du bus s'ouvre et un sergent instructeur en uniforme et casquette monte à bord en hurlant. Il n'est pas là pour t'accueillir. Tu as 11 secondes pour descendre du bus. Tu ne le savais pas et ça n'a pas été facile de l'apprendre. Avant le lever du soleil, tout le monde a les cheveux rasés, mais bien sûr, ça ne te touche pas. Ha ha ha. Tes vêtements civils sont envoyés chez toi dans un sac. Ton nom a été remplacé par un titre. Recrue. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton surnom non plus. Ce n'est certainement pas la personne que ta mère connaît. Juste recrue. Tu es tout en bas de l'échelle. L'endroit idéal pour commencer. La caserne accueille 80 recrues sur des lits superposés en fer. Tu veux te laver, mais tu n'as droit qu'à 1,5 minutes sous la douche. Il est tard, va dormir, les lumières s'allumeront à 5 heures du matin. Certains novices n'ont pas dormi, peu importe. Tu t'es réveillé et tu veux manger quelque chose, mais tu n'as pas le temps. Tu manges debout en moins de 4 minutes, un œuf sans saveur et de la bouillie de blé. Au bout de quelques jours, tu ne sens plus le goût. On appelle la première semaine la semaine d'intégration. Tu ne suis pas encore de formation. On s'occupe de tâches fastidieuses comme les examens médicaux et la distribution du matériel, et les règles sont expliquées à un volume qui te fait siffler les oreilles. Les sergents instructeurs se déplacent dans la caserne comme s'il s'agissait de la météo. Ils ne sont pas en colère. La colère est personnelle. Ce qu'ils recherchent, c'est la clarté. Le 4e jour, un recrue 2 lits plus loin fait tomber son fusil pendant l'entraînement. Le sergent instructeur ne s'énerve pas, il ne crie pas non plus. Pendant exactement 12 secondes, il reste planté là, devant lui dans un silence total. Tu comptes dans ta tête. Exactement 12 secondes. Puis il lui dit, sans un mot, de recommencer. Le silence est pire que les cris. C'est terrifiant. Tu n'oublieras jamais ça. D'ici la 6e semaine, tu seras capable de démonter et de remonter ton M16A4 dans l'obscurité totale, sans rien voir, uniquement au toucher. D'ici la 8e semaine, tu obtiendras ton certificat de tir à 450 mètres au stand de tir et tu sentiras qu'un sentiment que tu ne comprends pas encore s'est transformé au fond de ton cœur. D'ici la 12e semaine, tu te tiendras sur le terrain de parade dans ton uniforme repassé, tandis que ta famille t'observera depuis les tribunes. Et l'espace d'un instant, ce sentiment qui t'a amené ici trouvera sa réponse. Puis, cet instant passera et l'essentiel commencera. Traduit avec deepl.com, version gratuite. Niveau 2 soldat. J'ai voulu faire une petite pause pendant que tu vivais cette expérience, chef. Je tiens à te rappeler qu'il y a beaucoup de vidéos de ce genre sur cette chaîne et que je continue à en publier. Si ces vidéos te plaisent, tu peux t'abonner à la chaîne. Je continuerai à créer du contenu pour que tu puisses te rendre sur YouTube lorsque tu manges, que tu travailles ou que tu souhaites t'évader un instant de l'agitation quotidienne pour regarder quelque chose. Bon, continuons, chef. Tu as 18 ans, bientôt 19. Tu sors de l'école de Paris Island et on te donne un grade. Soldat. E1, un minuscule trait à peine visible. Tu es affecté au camp Geiger, en Caroline du Nord, pour suivre la formation au combat des Marines. Tous les Marines, quelle que soit leur mission finale, passent d'abord par là. 29 jours pour apprendre à agir en tant qu'unité, à communiquer et à combattre avant le début de l'école de spécialité. Ici, les instructeurs sont différents des sergents instructeurs. Ils sont plus discrets, plus précis. Ils affinent ta technique comme un menuisier ajuste ses mesures, sans drame, car les risques sont déjà suffisamment évidents sans cela. Vous apprenez à vous déplacer au sein d'une équipe de tir. Vous apprenez à ramper sur 200 mètres dans la terre rouge de Caroline, tandis que des balles d'entraînement sifflent au-dessus de votre tête. Vous apprenez à lire le terrain jusqu'à ce que les courbes de niveau vous semblent presque tangibles. Vous apprenez que la frontière entre se perdre et mourir est bien plus mince que vous ne l'imaginiez.
Ton camarade de couchette est un garçon de Flagstaff qui s'appelle Okafor. Une fois les lumières éteintes, il étudie ses cartes à l'aide d'une petite lampe de poche. La première nuit, tu te moques de lui. La nuit suivante, c'est toi qui lis ta propre carte. Un soir, l'équipe de feu interprète mal l'ordre de déplacement et, dans l'obscurité, vous vous écartez de 200 mètres de l'azimut. Ton chef d'équipe, un caporal nommé Moreau, ne panique pas. Il sort sa boussole, prend des mesures, corrige le cap et continue d'avancer. Pas d'explication, pas de reproche, juste une correction. Tu en prends bonne note. Tu es affecté à la branche 0311, fusilier d'infanterie. Tu es envoyé à l'école d'infanterie ouest de Camp Pendleton, en Californie. Pendant 60 jours, tu apprends les rouages de ton métier. Patrouille, raid, déplacement en ville. Ce que signifie faire partie d'un ensemble bien plus grand que toi. Tu t'enrôles au 1er bataillon du 5e régiment de Marines, ton sac marin sur l'épaule. Soldat, ici, personne ne se soucie de ce que tu as fait à l'école d'infanterie. Tu repartiras de zéro, te dit-on. Tu hoches la tête. Tu savais déjà tout ça. Niveau 3, soldat de première classe. Tu as 19 ans. La promotion au grade de soldat de première classe intervient 8 mois plus tard si ton dossier est satisfaisant. Pas de cérémonie. Un matin, le sergent-chef fait glisser tes nouveaux insignes de col sur son bureau et te dit de ne pas prendre la grosse tête. Tu ne prends pas la grosse tête. Le grade ne change en rien ce que tu fais tous les jours. Tu te lèves toujours à 5 heures. Tu portes toujours le plein équipement de combat à chaque marche. Tu es toujours affecté aux pires rotations de garde. De 2 heures à 4 heures. Les heures où le corps se dispute le plus avec l'esprit. Quand les rations diminuent, tu manges toujours en dernier. Mais une petite chose a changé. Les nouvelles recrues ont commencé à t'observer, pas consciemment, mais simplement comme des subordonnés qui regardent celui qui se trouve un cran au-dessus d'eux, à la recherche d'un signe pour l'avenir. Tu es déployé à Okinawa, au Japon, pour une rotation de 7 mois avec la 3e division des Marines. Tu t'attendais à quelque chose de dramatique. Ce que tu as eu, ce sont des exercices sur le terrain, des séances de tir réels, des entraînements conjoints avec des unités des forces d'autodéfense terrestres japonaises et une attente considérable, ponctuée de périodes de travail courtes mais intenses. Dans le contexte militaire, l'ennui n'est pas passif. Il est actif. Il s'insinue dans les gens. Dans la section, un marine nommé Castano commence à arriver en retard aux réunions de quelques minutes. Une fois, puis deux. Le chef de section, le sergent Vidal, le prend à part après la 3e fois. Tu es assez près pour voir la conversation, mais tu ne l'entends pas. Castano a la mâchoire serrée. Vidal parle pendant 2 minutes sans élever la voix. À la fin, Castano hoche la tête une fois. Il ne sera plus jamais en retard. Tu repenses à cette conversation pendant des semaines, à son économie, à la façon dont Vidal a exercé exactement la bonne pression sans en faire trop. Lors d'un exercice de nuit près de la forêt de Yanbaru, au nord de l'île, tu remarques avant tout le monde un bruit de mouvement venant de l'aile gauche. Tu donnes le signal. La patrouille s'arrête. Vidal dirige l'unité. Lors du débriefing, il fait le tour du cercle et s'arrête devant toi. Le soldat de première classe Coldwell a été le premier à l'entendre. Explique-nous ce que cela signifie. C'est la première fois de ta carrière dans les Marines que quelqu'un te demande ton avis sur une situation. Sans ajouter ce que tu ne sais pas, tu expliques clairement. Vidal hoche la tête. 8 mois plus tard, tu prends l'avion pour rentrer chez toi. Camp Pendleton sent l'eucalyptus et le kérosène. Tu as 20 ans et tu es déjà bien différent de la personne qui se tenait sur ces traces de pas jaunes. Tu n'es pas sûr que ton ancien toi te reconnaîtrait. Tu n'es pas sûr non plus que ce soit une mauvaise chose. Avant de continuer, si tu es arrivé jusqu'ici, dis-nous dans les commentaires ce que tu aimerais voir ensuite. Clique sur « J'aime » maintenant et abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode. Nous publions du nouveau contenu tous les jours. Grade 4, caporal suppléant. Tu as 20 ans. Tu es devenu caporal suppléant. Tu es au dernier échelon des sous-officiers et des soldats. Et dans l'infanterie, c'est le grade qui supporte la plus grande charge opérationnelle. À ce grade, les sous-officiers dirigent,
Les caporaux suppléants exécutent. Tu es le bras droit de l'institution. Les tâches qui ne peuvent être déléguées plus bas reposent sur tes épaules. Tu es chargé de commander 2 subordonnés. Un soldat de San Antonio, Mercier, rapide, motivé, qui repasse son uniforme chaque soir avec une véritable fierté. Et un soldat de première classe, Renard, qui a techniquement plus d'ancienneté que toi mais qui est ton subordonné en termes de grade. Tu gères l'attention sans jamais en parler. Tu considères l'expérience de Renard comme un atout. Tu lui demandes son avis. Jusqu'à la 3e semaine, il cesse de te mettre à l'épreuve. Tu es déployé dans la Corne de l'Afrique, au camp Lemonnier à Djibouti. Il fait chaud, sec, absolu et indifférent. 43 degrés l'après-midi et le sol te renvoie la chaleur. Tu bois 3 litres avant midi et tu as toujours soif. Ton escadron mène des opérations de sécurité, escorte des convois et participe à des exercices conjoints avec les unités militaires djiboutiennes. Un travail important, mais largement invisible. Pas de caméra, pas de gros titres. Des patrouilles dans l'obscurité tout autour du périmètre. Des contrôles des véhicules avant l'aube. Des vérifications radio toutes les heures pendant la nuit. Un soir, le convoi s'arrête en dehors du périmètre pendant le balayage de la route. Tu es à la mitrailleuse. Tu balayes ton secteur et tu remarques une silhouette qui n'était pas là lors du balayage précédent. Tu le signales. Pas de drame, juste un rapport. À 400 mètres de là, un véhicule civil en panne. Inoffensif. Le commandant de la section, le caporal Aguimang, te dit après la patrouille « Tu as l'œil ». 2 mots. Dans ce contexte, tu comprends que 2 mots d'un caporal valent un paragraphe de quelqu'un d'autre. Tu rentres chez toi. Les 3 membres de ton équipe rentrent tous chez eux. Estrada a un nouveau tatouage. Renard a reçu une lettre pendant le déploiement. Sa mère s'est remariée. Il l'a lue une fois, l'a repliée dans sa poche et n'en a jamais parlé. Tu le laisses et tu le laisses faire. Tu apprends la grammaire propre à cette institution. Quand parler, quand rester à côté de quelqu'un sans rien dire, les moments où ta présence est la seule chose que tu peux offrir et comment en faire assez. Niveau 5, caporal. Tu as 22 ans. Caporal. E4. Dans les Marines, c'est le premier grade où l'on a officiellement autorité sur les autres Marines. Tous les grades inférieurs exécutent les ordres. Le caporal dirige. Tu te présentes devant la commission de promotion. 4 sous-officiers supérieurs dans une pièce qui sent le cire et le café froid. Ils t'ont demandé ce que tu ferais face à un marine qui viendrait te voir avec un problème pour lequel tu n'as pas reçu de formation. Tu as répondu « Je trouverai quelqu'un de formé ». Ils ont noté quelque chose. 2 semaines plus tard, l'ordre de promotion a été signé. Tu commandes désormais une équipe de tir de 4 personnes. Tu connais par cœur les personnes à contacter en cas d'urgence. Tu sais qui envoie de l'argent à un parent malade, qui n'arrive pas à dormir, qui est à 6 mois de la démobilisation et qui, dans sa tête, a déjà franchi la porte. Tu le sais non pas parce que tu t'en soucies, mais parce que tu y prêtes attention et qu'ils ont fini par ne plus le cacher. Ton escouade de tir est déployée dans la province de Helmand, en Afghanistan. La poussière est fine comme du talc, de la couleur d'un os ancien, et elle est partout, entre tes dents, sous tes paupières, et si tu ne la nettoies pas, elle restera dans ton arme jusqu'au matin. Que tu tires ou non, tu nettoies chimais-toi ton fusil chaque nuit, car ici, la négligence est l'ennemi le plus lent et le tueur le plus sûr. Ton escouade effectue des patrouilles de présence dans un village appelé Miampochaïr. Des ruelles étroites, des murs hauts. Tu avances en file indienne. L'éclaireur, le fusilier, le mitrailleur. Toi. Il y a une logique dans cet ordre. Tu peux t'y fier. Près d'un puits au centre du village, tu croises un vieil homme en patrouille, imperturbable. Il a vu passer bien des patrouilles. Par l'intermédiaire de l'interprète, il dit que la route au nord a été fouillée il y a 3 nuits. Il ne dit pas par qui. Tu écoutes plus que tu ne parles. Même si tu n'es pas sûr, tu bois le thé qu'on t'offre car refuser serait un message en soi. Quand vous partez, personne ne tire.
cela signifie que la mission est accomplie. 3 semaines plus tard, ton mitrailleur, un marine de Louisiane nommé Laurent, reçoit un éclat d'obus dans le bras droit lors d'un combat rapproché près d'un canal. Il n'est pas en danger de mort. D'une seule main, il se bande le bras, change de position et continue à tirer. Tu le proposes pour une citation. Tu demandes au commandant de la section pourquoi il ne l'a pas retiré de la ligne de front. Laurent a pris la décision avant moi, commandant. Et c'était la bonne. Le commandant te regarde, puis hoche la tête. Tu ramènes les 4 membres de l'équipe de tir à la base. Tu penseras à cette seule réalité plus longtemps qu'à tout le reste de ce déploiement. Grade 6, sergent. Tu as 25 ans. La promotion au grade de sergent n'est pas une récompense. C'est un fardeau. Tu commandes désormais une section d'infanterie de 9 hommes. 3 équipes de tir, 2 caporaux sous tes ordres. Tu es la dernière voix avant que les ordres ne se transforment en action. Et la première voix après que l'action a abouti à un résultat. La distance entre ces 2 instants, c'est là que tout ce qui compte se joue. Le commandant de la section, le sous-lieutenant Hargrove, a 23 ans, il vient d'arriver de l'école de base de Quantico. Techniquement supérieur, dans la pratique, il apprend de toi. Le grade est le sien. Les déploiements sont les tiens. Tu lui montres ce qu'il ignore sans le rabaisser. Car un sous-lieutenant qui se sent mis à mal prend ses décisions avec son ego plutôt qu'avec ses connaissances. Cet équilibre est une discipline en soi. Tu le maintiens chaque jour. L'un de tes caporaux, Sutherland, arrive avec 2 minutes de retard aux réunions. À chaque fois, une excuse différente. À chaque fois, le même schéma. Tu l'emmènes à l'écart, sans témoin, la porte fermée. Tu t'assois en face de lui et tu lui poses une seule question. Que se passe-t-il? Sa femme a demandé le divorce. Il l'a appris il y a 10 jours. Il n'en a parlé à personne. Tu écoutes tout ce qu'il a à dire. Puis, tu lui donnes le numéro du chapelain de la base et des services sociaux. Et sans élever la voix, tu lui dis que s'il est en retard la prochaine fois, quelle qu'en soit la raison, tu ouvriras un dossier de consultation officielle. Tu fais passer le message. Un sergent qui ne fait qu'appliquer la discipline, c'est un marteau. Tout commence à ressembler à un clou. L'important, c'est de se rendre compte du moment où tu tiens le mauvais outil. Niveau 7, sergent-chef. Tu as 29 ans. Sergent-chef, E6. Les Marines ont pris une décision officielle à ton sujet. Tu es un marine de carrière. Tu appartiens à cette organisation de manière permanente et professionnelle. Tu es nommé sergent de section sous les ordres d'un lieutenant responsable du bien-être, de la discipline, de la formation et de l'état de préparation quotidien de 42 Marines. Tu connais tous leurs noms. Tu sais qui compte les jours jusqu'à sa démobilisation et qui signera un nouveau contrat sans hésiter une seconde. Tu les traites tous de la même manière. Ta section est déployée dans la mer des Philippines pour un exercice de prépositionnement naval avec les forces navales et les forces alliées, les Marines philippins et les Marines australiens. La plupart des exercices consistent en des débarquements amphibies, des mouvements de navires à terre et des rotations conjointes. La difficulté ne réside pas dans le travail. Le plus dur, c'est de rester affûté quand il n'y a pas d'urgence pour aiguiser le couteau. Tu mets en place un système de rotation de formation qui place chaque marine, y compris le plus jeune, dans une position où il doit diriger quelque chose. Une séance d'entraînement physique, un cours sur les armes, un module d'orientation terrestre. Certains sont nuls. Ce n'est pas la question. Le fait de faire les choses les transforme d'une manière que le simple fait de les observer ne pourrait jamais changer. Le capitaine Renard, commandant de la section, te convoque un après-midi. Un sergent-chef d'une autre section a été relevé de ses fonctions pour des problèmes de comportement. Sans entrer dans les détails, il te demande ce qui, selon toi, a tendance à mal tourner au niveau des sous-officiers supérieurs. Tu lui réponds que cela commence petit et passe inaperçu, ce qui signifie que quelqu'un d'un échelon supérieur ne regarde pas d'assez près, non pas par indifférence, mais par complaisance. Il te demande si tu veux dire que le système l'a laissé tomber. Le système et les gens qui le composent, c'est la même chose, commandant. Il n'y a pas de différence, réponds-tu. Il te renvoie sans répondre. 5 jours plus tard, il restructure la rotation des missions d'observation et de mentorat au sein de la compagnie.
Ton nom n'apparaît pas dans la liste des changements. Ce n'est pas grave. Le problème n'a jamais été ça de toute façon. Niveau 8, sergent-chef. Tu as 34 ans. Sergent-chef. Chez les Marines, les subordonnés prononcent ce titre comme s'ils nommaient quelque chose qu'ils respectent et qui leur inspire en même temps un peu de crainte. Tu es le sergent-chef de la section chargée de contrôler les normes de préparation technique, de discipline et d'entraînement d'une section d'armes. 3 sections, les sous-officiers et les systèmes d'armes de l'unité qui déterminent sa capacité de combat. Mitrailleuses, mortiers, missiles anti-chars. Chaque pièce relève de ta responsabilité. Tu te rends à Hohenfels, en Allemagne, pour un exercice multinational de l'OTAN. Les Royal Marines britanniques, les chasseurs alpins allemands, les unités de marines italiennes et néerlandaises. Les cultures tactiques sautent immédiatement aux yeux. Les Allemands travaillent avec une rigueur méthodologique. Les Britanniques s'adaptent rapidement, parfois au point de perturber leur propre structure de commandement. Tu observes tout. Tu emportes avec toi le même carnet vert que tu as depuis ton premier déploiement. Tu en es à la 3e série de pages. Le 4e jour, une panne d'armes de l'équipage interrompt l'exercice lors d'une itération avec tir réel. Personne n'est blessé, mais le calendrier prend 35 minutes de retard et le lieutenant-colonel Prescott, officier supérieur des Marines, veut savoir pourquoi le système n'a pas été signalé avant le début de l'itération. La réponse fait état d'un registre de maintenance mal signé 2 jours plus tôt et d'une lacune dans la liste de contrôle pré-exercice. Prescott demande un nom. Tu te présentes. Tu lui dis que la responsabilité t'incombe et qu'un rapport d'action corrective sera sur son bureau d'ici 18 heures. Il te regarde longuement. Tu ne détournes pas le regard. Le rapport est sur son bureau à 17h15. Il identifie la lacune spécifique de l'inspection et propose une liste de contrôles révisés nécessitant une double vérification. Le protocole est adopté à l'échelle du régiment 5 mois plus tard. Personne ne t'envoie de notes à ce sujet. Tu ne t'y attendais pas de toute façon. Niveau 9, premier sergent. Tu as 40 ans. Premier sergent, E8, état-major. Tu es le sous-officier et le soldat le plus ancien de toute une section. Le grade que nous avons vu au niveau 3 n'est plus pour toi qu'un simple titre, mais n'oublie pas qu'au niveau 3, tu étais toi-même un simple soldat. Si tu l'as oublié, clique sur la section Niveau 3, ci-dessous, et remémore-toi ce que tu as vécu à cette époque. Maintenant, la vraie question, vas-tu faire vivre au niveau 3 d'aujourd'hui ce que tu as vécu quand tu étais au niveau 3? Donne ton avis dans les commentaires. Le capitaine est le responsable de la mission. Tu es responsable des hommes. Il y a une différence. Cette différence qui sont ta vie, c'est tout. Tu es stationné à la base des Marines de Quantico, en Virginie. Tu as été affecté à une compagnie au sein du régiment des forces de sécurité des Marines. Les Marines protègent des installations de grande valeur. Le travail exige un professionnalisme constant, mais offre très peu de variété opérationnelle. Une excellence durable dans un environnement peu stimulant. La même difficulté que tu rencontres à chaque niveau, mais sous une forme différente à chaque fois. N'importe quelle marine de ta section peut venir frapper à ta porte. Certains viennent pour des questions administratives, d'autres pour des problèmes financiers. D'autres encore viennent avec quelque chose qui n'a pas encore de nom. Juste un sentiment indéfinissable que quelque chose ne va pas. Tu les écoutes tous. Au bout de 4 mois, un caporal du nom de Delacroix vient te voir. Depuis 14 mois, il est au même grade, techniquement parfait, doué en relations humaines, mais discrètement écarté d'un poste pour lequel il est plus qualifié que le marine qu'il a obtenu. Il ne le dit pas directement. Il te demande si tu as réfléchi à la question de savoir s'il doit ou non renouveler son contrat. Tu lui demandes la vraie raison de sa question. Il te l'explique, tu l'écoutes. Puis, tu lui dis que le fait d'être ignoré est une information, pas une décision définitive. Que c'est ce que tu feras face à cette indifférence qui façonnera les 10 prochaines années, et non l'indifférence elle-même. Ensuite, tu vas voir le capitaine pour défendre la cause de Delacroix à l'aide de données concrètes et de documents écrits. 6 semaines plus tard, il obtient son poste. Il ne saura jamais que c'est toi qui as monté le dossier. Tu en es certain,
car un premier sergent qui agit pour que la bonne chose soit faite confondrait cela avec la reconnaissance. Ce ne sont pas la même chose. Au bal d'anniversaire des Marines, le 10 novembre, tu te tiens au fond de la salle et tu observes les Marines en uniforme bleu. Une fois les lumières éteintes, tu penses à Okafor qui guide le groupe à la lampe torche. Tu penses à Vidal qui, lors de cette patrouille de nuit que personne d'autre n'a effectuée, a demandé ton avis. Tu penses à Thibideau qui s'est bandé le bras d'une seule main pour retourner au combat. Les Marines ne marchent pas au rythme de la doctrine, de l'équipement ou des discours des généraux. Ils marchent avec ceux qui ont décidé de rester quand il était difficile de rester, et avec ceux qui sont restés debout assez longtemps pour que les suivants fassent de même. Niveau 10, sergent-chef des Marines, de 48 à 52 ans. Tu commences au grade de sergent-chef E9, le sommet de la hiérarchie des sous-officiers et des soldats. Tu es dans la branche du commandement. Tu as toujours été dans la chaîne de commandement. En tant que sergent-chef, tu sers au sein d'une force opérationnelle des Marines, en tant que conseiller des sous-officiers et des soldats. Tu conseilles un général 2 étoiles sur la préparation des sous-officiers, les normes de formation et la situation humaine de dizaines de milliers de Marines. Ta voix porte le poids de 30 ans d'expérience sur le terrain. Quand tu parles, les gens prennent des notes. Tu as vu des généraux prendre des décisions façonnées par ce que tu avais dit lors de briefings des semaines auparavant. Tu as aussi vu des généraux ignorer complètement ton évaluation, puis se débattre avec les conséquences pendant des mois. Dans ces situations, tu ne dis rien, non pas par peur, car un sergent-chef qui dit « je l'avais bien dit » confond influence et ego. Ce ne sont pas la même chose. Puis l'appel arrive. Le commandant des Marines te choisit personnellement pour le poste de sergent-chef des Marines. Il n'y en a qu'un dans toute l'institution. C'est toi. Tu déménages au Pentagone. Tu voyages dans toutes les grandes bases de Marines du monde. Pendleton, Le Jeune, Okinawa, Bahreïn, Djibouti, 29 Palms, Quantico, l'île de Paris. Tu fais des exposés devant le personnel du Congrès. Tu prends la parole lors de funérailles. Tu te tiens sur les places d'armes, dans les réfectoires et dans les bases d'opérations avancées. Et tu regardes les marines à chaque étape du parcours que tu as toi-même suivi. Et tu les emmenes tous dans chaque pièce où les décisions sont prises. Car ce n'est pas de te représenter toi-même. C'est de les représenter. Le caporal suppléant de garde à 3 heures du matin. Le sergent qui dirige sa section sous la pluie. Le sergent-chef qui réécrit le plan d'entraînement en pleine nuit parce que la première version n'était pas assez bonne. Tous, jusqu'au plus haut gradé. Tu retournes une dernière fois à l'île de Paris. Tu te tiens à la tribune d'un bâtiment qui sent le cire, le cirage et le même nettoyant industriel que tu as senti pour la première fois il y a 34 ans. Devant toi sont assis 300 novices. C'est la 6e semaine de formation. La tête baissée, le dos droit, le regard fixé devant eux. Ils sont fatigués de cette façon particulière propre aux hommes en reconstruction. Tu reconnais ce regard. Toi aussi, tu avais ce regard autrefois. Tu ne leur dis qu'une seule chose. Les Marines prendront tout ce qu'ils ont donné. Leur temps, leur confort, leur sommeil, leurs vacances, la certitude de qui ils sont. Ils prendront tout et utiliseront tout. Et l'institution continuera quoi qu'il arrive. La seule question qui vaille la peine d'être posée, en silence, seul, sans penser à personne d'autre, c'est de savoir si la personne en qui il se transforme vaut le prix de cette transformation. Tu recules de l'estrade. 3 scrues sont assises en silence. Cela fait 34 ans que tu te poses cette question. Tu n'as toujours pas cessé de te la poser. Et maintenant, écris la réponse à cette question dans les commentaires.